Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. 3 Amérindiennes sur 5 sont victimes de viol. Dans certaines communautés, c'est quasiment 100% des femmes. Ce travail que nous menons vient de notre cœur, de notre âme. Aujourd'hui, nous rendons hommage à nos sœurs disparues ou assassinées. Nous prions pour les familles qui espèrent le retour d'êtres chers. Et nous demandons à tous ceux qui voient ces photos de nous aider à nous battre. Le système colonial qui permet à des étrangers de venir violer nos femmes n'a jamais disparu. Les disparus, un documentaire choc, André Berkoff, signé Sabrina Van Tassel, qui est déjà sorti aux États-Unis et qui sera diffusé le 19 mars prochain, André, sur Canal+. À 20h, c'est ça. 21h. Et oui, ce film révèle une tragédie terrible, André, qui touche les réserves amérindiennes en Amérique du Nord. Alors, moi, si vous voulez, on a tous entendu parler et connu sur, évidemment, les premiers occupants de ce territoire américain, les Indiens, les Indiens. Eh ben, on sait ce qu'il y a eu comme exaction, comme massacre, comme disparition, et après les réserves, l'alcool, la destruction lente. Mais très franchement, moi, j'ignorais à quel point il y avait eu ce problème du viol, des assassinats des Amérindiennes, et justement, on a vu, Céline Alonso l'a vu, moi aussi, le document de Sabrina Van Tassel, et c'est vraiment un document, écoutez, le 19 mars, ne le ratez pas, ne le manquez pas. C'est très important, et c'est très bouleversant, on peut le dire. Mais alors, justement, je mets au conditionnel, parce que quand on entend une Amérindienne sur 3 serait assassinée ou disparaîtrait, 1 sur 2 serait violée, on parle de 7000 disparitions officielles ces dernières années, que les réserves seraient presque un repère de serial killer. On se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est dramatique? Mais je vais vous dire, et quand on revient en France, et qu'on voit que la situation, c'est pas chez les Amérindiens, ça, c'est chez les Français. Tous les 2 jours et demi, une femme est assassinée par son compagnon ou ex-compagnon. Au 1er mars, la dernière, 23 féminicides étaient répertoriés depuis le premier. Sarah Baruch, donc, qui va être avec nous, se bat contre ce fléau depuis 5 ans. On va en parler de cette association 125 et après. En fait, c'est une bataille sur tous les fronts. C'est quand même hallucinant qu'encore aujourd'hui, on le sait, mais vous savez, on dit toujours ça, c'est facile, les mots, et puis on voit ce qui se passe en Syrie, on voit ce qui se passe au Proche-Orient, on voit ce qui se passe en Ukraine, on voit ce qui se passe ailleurs, et on se dit, mais ça continue encore, et on peut pas être d'accord justement avec tout ça, Céline. Et oui, la cause des femmes et des enfants maltraités en France et dans le monde entier, on va en parler dans un instant sur Sud Radio, avec nos 2 invités, Sabrina Van Tassel et Sarah Baruch. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. On est dans la réserve indienne de Tulalip. C'est sur cette route que Mary Johnson Davis a été vue pour la dernière fois. Fire Trail Road. Elle a disparu il y a 2 ans, le 25 novembre 2020. Des témoins l'ont vu marcher sur ce tronçon. Elle faisait de l'autostop et il est tout à fait envisageable que quelqu'un l'ait prise et l'ait emmenée loin d'ici. Près des disparus, le nouveau film documentaire de Sabrina Van Tassel qui révèle une triste réalité, André Berkoff, celle des Amérindiennes qui disparaissent et sont assassinées à un rythme alarmant en Amérique du Nord. Bonjour à vous, Sabrina Van Tassel, et merci d'être avec nous sur Sud Radio pour parler de votre film. Votre film est vraiment bouleversant, poignant. Il a été primé dans de nombreux festivals, notamment en France et en Pologne. Il est déjà vendu et diffusé aux États-Unis. Comment avez-vous eu connaissance du sort de ces femmes? Eh bien, ça remonte à 2013. À l'époque, je travaillais pour une émission de reportage qui s'appelait L'Effet Papillon sur Canal+.
et on s'intéressait à des sujets aux États-Unis, enfin un petit peu partout dans le monde. Et je vois passer une vidéo de femmes amérindiennes, c'était pendant la présidence de Barack Obama, qui disait pourquoi nous, les femmes amérindiennes, nous n'avons pas les mêmes droits que toutes les autres femmes aux États-Unis. Pourquoi nous avons le droit d'être assassinées, nous avons le droit d'être violées. Donc je me suis intéressée au phénomène et je me suis rendu compte en fait que dans les réserves amérindiennes, la police amérindienne n'a pas le droit d'arrêter les non-amérindiens. Et que le bruit, en fait, s'est propagé, que les prédateurs sexuels le savent. Et que le bruit se dit en prison. Juste un mot, Sabrina, c'est déjà quand même énorme. L'Amérique est censée être le pays de la liberté, des droits de l'homme, du First Amendment et compagnie. Comment il se fait que la police, dans les réserves indiennes, c'est bien ça, n'a pas le droit d'arrêter un non-indien même s'il commet des méfaits. C'est ça. Même s'il commet donc un crime. Oui, parce qu'en fait, on leur a donné une police, on leur a donné une cour tribale, mais ils n'ont pas le droit de condamner à une peine plus forte que 1 an de prison, et ils n'ont pas le droit d'arrêter aucun non-amérindien, et seulement pour des crimes mineurs. Donc, c'est au FBI d'enquêter, et évidemment le FBI n'est pas du tout fait pour ça, et le FBI ne sait pas faire ça, et donc ils ont un nombre d'agents assez réduit, et donc ça se sait. Ok, ce sont devenus des zones de non-droit. Les serial killers. Carrément une zone de non-droit. Ah, mais carrément des zones de non-droit. Tous les ans, on trouve des corps au printemps dans les forêts. Ce sont des zones, des zones rurales. Les filles disparaissent à une vitesse incroyable et en prison. Donc déjà en 2013, on savait que les violeurs multirécidivistes se disaient si tu veux aller dans si tu veux être tranquille. Tu veux dire open bar, tu vas là-bas. Dans une tribu amérindienne, et parfois même il y avait des situations ubuesques où les prédateurs arrivaient avec une carte de la tribu et se trompaient d'une rue. En fait, il n'était pas dans la tribu, il se faisait quand même arrêter. Il disait mais non, vous pouvez pas m'arrêter parce que je suis dans la tribu. Et on leur disait mais pas de chance en fait. Non, tu n'es pas dans la tribu en fait. La tribu, elle est 500 mètres plus loin. Donc la plupart des crimes sont vraiment commis par des non autochtones, comme on dit. Exactement. Et donc ça, je me rends compte de ça en 2013. Je fais un reportage là-dessus et l'envie de faire vraiment un documentaire sur le sujet est très forte. Je vais mettre 10 ans à le faire. Après le succès de mon dernier documentaire, l'État du Texas contre Melissa. Oui, dont on a parlé. Vous aviez parlé, qui était sur une femme condamnée à mort, à tort au Texas. On m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire maintenant, et immédiatement en fait j'ai dit je veux faire un film sur la disparition des femmes autochtones, des femmes amérindiennes aux États-Unis, et je suis partie. Et même moi en fait ça me paraissait lunaire ces chiffres quelque part. Et oui, parce que je me disais c'est pas possible. Ouais. Une femme sur 3. Non mais je veux dire actuellement aujourd'hui avec encore la aujourd'hui c'est dingue. Et le premier jour de tournage, je vais dans un powwow qui est donc une compétition de danse amérindienne. Il y a des centaines de personnes et une personne s'adresse à la salle en disant que toutes les personnes qui ont une femme disparue ou assassinée se lèvent, et il y a toute la salle qui se lève. Et ça va être vraiment mon tournage. Pendant 7 mois, il n'y a pas eu une famille, une personne que j'ai interviewée où on ne me disait pas c'est arrivé à ma tante, à ma sœur, à ma grand-mère. On vient de retrouver les ossements de ma sœur qui est disparue depuis 30 ans. Et je me suis rendu compte que ça n'était pas du tout enquêté et que c'était un désastre. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune recherche quand une famille, effectivement, donc prend contact avec la police. Aucune recherche n'est faite par ces structures. C'est déjà, incroyable. C'est pas la police, c'est le FBI. C'est le FBI, donc déjà bonne chance. Ouais. Le FBI n'est pas fait pour ça. Le FBI, c'est fait pour enquêter sur des affaires de terrorisme. Oui. Ou pour protéger le laptop de Hunter Biden. Exactement. Ça occupe beaucoup le FBI. Ils ne savent pas faire des enquêtes de voisinage. C'est pas ça qu'ils font. Juste un mot, Sabrina, mais les représentants, les sénateurs, les représentants, il n'y en a pas eu qui se sont élevés. Ça fait des années. Parce que ce que vous dites, ça dure depuis des années, des décennies. Moi, je dirais que ça dure même depuis des siècles. Mais bon, c'est-à-dire qu'il y a toujours
toujours eu des femmes amérindiennes qui disparaissaient et qui étaient assassinées. Oui, parce qu'il faut dire qu'effectivement, quand vous dites ça dure depuis des siècles, en fait, effectivement, vous le racontez, cette tragédie, elle remonte pratiquement au XVIIe siècle, dès l'arrivée des premiers colons européens. Absolument. Absolument. Dès l'arrivée des premiers colons, il va y avoir des femmes qui disparaissent, des femmes qui sont violées, et puis des massacres jusqu'à arriver sur la côte ouest, où on va vers 1855 faire des traités et donner des réserves. Et dans ces réserves, on leur dit que voilà, ce sont des nations souveraines, mais elles n'ont pas le droit. Elles ont le droit à une police, mais ils n'ont pas le droit d'arrêter les non-amérindiens. Ils ont le droit à une cour tribale, mais ils n'ont pas le droit de condamner les non-amérindiens. Et donc ça va devenir, ça continue en fait. Et oui, et le but effectivement des colons à l'époque était vraiment d'éradiquer et de détruire l'esprit indigène. Totalement. Ouais. D'ailleurs, je parle totalement dans mon film du traumatisme transgénérationnel qu'il y a eu qui date des premiers pensionnats amérindiens. Donc, vers 1870-1880, on crée les premiers pensionnats amérindiens qui sont faits pour désindianiser quelque part en fait la population autochtone. On leur enlève leur langue, on va les mettre, on kidnappe les enfants à partir de l'âge de 5 ans. Ils vont mourir. On les force à aller à cette école-là. On les force. Etc. Si jamais ils n'y vont pas, les parents vont en prison. La plupart ne reviendront pas. Et oui. Alors justement, à propos effectivement de cela, de ces enfants qui étaient maltraités et abusés, placés dans des pensionnats, vous avez effectivement interviewé des descendants de survivants de pensionnats dans votre documentaire. Écoutons un extrait. Des enfants ont été enlevés à leur foyer, laissés sans soins, enfermés, battus. Quand des parents s'opposaient à ce qu'on envoie leurs enfants en pensionnat, on les mettait en prison. L'objectif n'était pas seulement de détruire l'âme indienne. La devise était « Pour sauver l'homme, tuer l'Indien ». On la doit à Richard Pratt, le fondateur du premier pensionnat aux États-Unis. Cette histoire a été étouffée volontairement par le gouvernement américain. Et puis, bien sûr, il y a les récits d'abus sexuels. C'est un traumatisme qui s'est transmis. Il existe un lien entre le viol des femmes indiennes et les pensionnats. Parce que la disparition des enfants fait partie de notre culture. Et oui, ces pensionnats, Sabrina Van Tassel, vous m'avez dit qu'ils avaient disparu dans les années 1930, mais après, quel a été le sort de ces enfants ? Il a été violent par la suite. Oui, il a été très violent. D'abord, ils ont été massivement violés, donc ils ont ramené quelque part le viol dans la tribu. Moi, par exemple, la femme dont j'enquête la disparition, Mary-Ellen Johnson Davis, je sais que toutes les femmes dans sa famille ont été violées sur 4 générations. Donc voilà, on a ça. Et puis après, il y a les services sociaux qui massivement prennent les enfants dans les tribus dès qu'il y a le moindre problème et les placent dans des familles blanches et où ces enfants se retrouvent aussi violés par des parents, où ils sont placés. Enfin, on est vraiment dans une espèce de catastrophe. Moi, j'ai vraiment découvert sur place pendant mon tournage le traumatisme transgénérationnel, le fait que justement, ça ne date pas d'hier. Et quelque part, aujourd'hui, ces femmes qui disparaissent, elles portent les stigmates de la victime. Et les prédateurs sexuels le savent. Ce sont l'alcool, la drogue, ça vient toujours de quelque part. Et on sait que l'alcool a beaucoup aidé à la déstructuration, effectivement, de la culture indienne. L'alcool est arrivé dans les tribus quand on leur a pris leurs enfants. Ah oui, en même temps. C'est ça. C'est-à-dire, quand on a pris tous les enfants à partir de l'âge de 5 ans dans certaines tribus, c'est à ce moment-là, en fait, que l'alcool est vraiment arrivé massivement. Et encore une fois, juste parce qu'on n'a pas... moi, ce qui aussi m'a stupéfié, c'est que
c'est que, ok, à l'époque, et ça n'excuse rien, bien sûr, mais ça explique l'époque, puis c'était aussi l'époque de l'apartheid, de la discrimination, etc. Mais depuis, quand même, les choses ont changé aux États-Unis. Encore une fois, comment il se fait qu'il n'y ait pas un représentant, pas un sénateur, je veux dire, c'est pas possible. Il y a eu des protestations, peut-être qu'elles ont été étouffées. Mais même pas la presse, parce que ce féminicide de grande ampleur, on peut pas dire qu'il ait fait la une de la presse aux États-Unis. Absolument pas. Ouais, c'est ça. Absolument pas. Et même, il y a une enquête qui a été mise en place l'année dernière pour la première fois. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé. Fois. Oui, pour la première fois. C'est la première qui femme. Hallucinant quand même. La première femme amérindienne élue sous Biden, donc secrétaire à l'intérieur des États-Unis, a mené une enquête sur justement la disparition des femmes amérindiennes et sur ce qui s'est passé dans les pensionnats. Et Biden a fait ses excuses au mois de novembre 2024 aux Amérindiens. Donc en fait, on est vraiment dans une omerta incroyable. Et c'est vraiment une première, ça. Oui. Ces excuses-là, c'est une première. C'est une première. Ah oui. Et le pape, il y a 2 ans aussi. Alors le pape, oui, au Canada. C'est ça. Comme si jamais, évidemment, la même chose ne s'était pas passée aux États-Unis. Parce que c'était aussi bien au Canada qu'aux États-Unis. Évidemment. Donc ils sont arrivés et voilà, ça a été massif. Là où Trudeau a dit pardon il y a 10 ans, par exemple. Déjà au Canada. Donc en fait, on était vraiment dans une omerta. Je pense qu'aujourd'hui on en parle parce que la société en fait a changé, qu'il y a eu énormément en fait de mouvements féministes post-MeToo aux États-Unis et qu'on se dit on n'a pas parlé du sort des Amérindiennes. Et que tout d'un coup, on commence à visibiliser les Amérindiennes. Lily Gladstone, l'actrice de Killers of the Flower Moon de Scorsese, a été la première femme à avoir un Golden Globe l'année dernière. Et puis on commence à en parler. Quoi. Et puis il faut se rappeler, c'était il y a 30 ans, l'épisode Marlon Brando. Exactement. Qui reçoit son Oscar. Oui. Racontez-le, c'est très intéressant. C'était en 1973, effectivement, l'actrice Sachin Littlefeather. Oui, je vous laisse raconter, Sabrina. Qui, à la demande de Marlon Brando, va recevoir son Oscar et qui se fait huer. Ouais. Et où John Wayne veut aller lui casser la gueule, quoi. Donc en fait, Sauf que Brando a été formidable parce que c'est lui qui l'a envoyé, qui a dit l'Oscar je le prends pas, j'envoie et je rappelle ce qui s'est passé avec les Indiens d'Amérique. Mais ça montre en fait à quel point en fait le sujet était tabou et à quel point on n'en parlait pas. Oui. Donc en fait, c'est vraiment un phénomène presque nouveau, même d'en parler tout court. Oui. Mais le mot génocide, alors, on parle de ce génocide amérindien. C'est un vrai débat actuellement. On n'en parle pas aux États-Unis, par exemple. Le mot n'est jamais employé. Mais jamais. Comment est-ce que ce génocide, que faire aujourd'hui? Parce que vous portez effectivement, c'est votre nouveau combat, Sabrina Van Tassel. Aujourd'hui, vous allez essayer de vous battre pour que ce génocide soit reconnu en quelque sorte. Qu'allez-vous faire? Que comptez-vous faire? Moi, je me bats surtout pour visibiliser le sort de ces femmes. Et pour que la loi change, que les polices dans les bleds autour des tribus puissent enquêter, c'est surtout sur ça que je me bats. Je me bats sur ça, je me bats sur le fait qu'on reconnaisse en fait le traumatisme qu'ils ont eu dans les pensionnats amérindiens. Je pense que ça n'est qu'une fois qu'on reconnaît, on va dire, un traumatisme de cette sorte de gigantesque comme celui-là, qu'on peut s'en sortir. Voilà. Et oui. Ouais. En tout cas, oui, parce que c'est après se battre sur le mot génocide ou pas, c'est pas le problème. Le vrai problème, c'est que ça améliore complètement la condition de ces femmes et de ces hommes, enfin de ces réserves. C'est ça qui est... Il faut en parler, en fait. Tant qu'il y a une omerta, tant qu'on n'en parle pas, en fait, les choses continuent. À partir du moment où c'est su, il y a de plus en plus de films qui traitent de ça aux États-Unis. J'espère qu'il y aura de plus en plus de documentaires comme le mien. Je suis contente qu'il ait été acheté par une grande plateforme de streaming aux États-Unis, donc vraiment, ça va être massif. Et même en France et même partout, en fait, dans le monde, en fait, il faut que ça se sache. À partir du moment où ça se sait, ça n'est plus on n'est plus dans l'omerta, on n'est plus dans un tabou, et les choses peuvent changer. Ouais. Tourner dans des tribus indiennes, ça n'a pas dû être facile. Alors c'était pas du tout facile, parce que on est un peu quand même considéré comme l'ennemi. Mais moi, j'étais depuis mon premier tournage en 2013 dans la tribu Tulalip. Je connaissais l'activiste Deborah Parker, qui est devenue ma productrice exécutive sur ce film, qui était donc membre de Tulalip et l'ex-vice-présidente de la tribu, et c'est elle qui m'a fait rentrer. Et le fait d'être française aussi,
c'était très important. Ils étaient quand même assez honorés que je puisse venir de si loin, m'intéresser à leur sort. Bien sûr, et faire un combat là-dessus. On va en parler, on va continuer à parler des féminicides, parce que ce n'est pas qu'en Amérique que ça se passe. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio avec Sabrina Van Tassel, et on recevra aussi Sarah Baruch, une femme dont vous soutenez le combat. Sabrina, elle a été victime de violences conjugales pendant 10 ans, et depuis 5 ans, eh bien, elle se bat avec force contre les violences intrafamiliales. À tout de suite, restez avec nous pour écouter son témoignage qui est vraiment terrible. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Ma sœur était dans ce casino quand elle a disparu. On l'y a vue le 30 septembre 2018 et personne ne l'a revue ensuite. Quand j'ai voulu signaler sa disparition, on m'a ignorée, sous prétexte que ma sœur était alcoolique et droguée. On m'a dit elle doit être défoncée ou bourrée, mais elle reviendra. Les disparus, ce documentaire coup de poing de Sabrina Van Tassel sur les féminicides dont sont victimes les Amérindiennes aux États-Unis, et je le rappelle, il sera diffusé donc sur Canal+ le 19 mars à 21h. Sabrina Van Tassel, vous soutenez l'association 125 et après, qui vient en aide aux femmes et aux enfants victimes de violences, et Sarah Baruch, donc qui en est la présidente, vient de nous rejoindre sur Sud Radio. Bonjour à vous, Sarah. Bonjour. Alors, ce chiffre 125, vous ne l'avez pas choisi par hasard? Non, c'est le nombre de féminicides officiels chaque année en France. Évidemment, c'est un chiffre qui est faux, puisqu'il est très en deçà de la réalité. Il ne tient pas compte des suicides forcés, qui sont reconnus comme des féminicides depuis 2020 par la loi. Si on les ajoute, on arrive direct à 1 femme et demie qui meurt chaque jour en France. Il ne tient pas compte... Qu'est-ce que vous appelez, excusez-moi Sarah, qu'est-ce que vous appelez les féminicides forcés? Les suicides forcés, en fait, c'est quand une femme subit des violences terribles, qu'elle est persuadée qu'elle va mourir et que la société ne pourra rien pour elle. Et d'ailleurs, on parle souvent de Marie Trintignant, on oublie Christina Radi, la première femme de Bertrand Cantat, qui est le premier cas, en fait, qui a permis justement de parler de ce phénomène et de le faire reconnaître de manière juridique. Par désespoir et enfin... Exactement. En fait, elles savent qu'elles vont mourir, et parfois, dans le livre 125 et des milliers auxquels a participé Sabrina, justement, il y avait plusieurs histoires comme ça, celle de Christina Radi, mais aussi celle de Céline qui s'est jetée par la fenêtre avec son bébé de quelques semaines, parce que son conjoint lui avait dit j'arrive et je vais te défoncer, enfin je cite. Voilà, et elle ne voulait pas que ce soit lui qui les tue. Et il y en a en moyenne 270, 275 par an. Évidemment, il n'y a pas d'enquête systématique à chaque fois qu'une femme se suicide. C'est-à-dire que c'est officiellement quand il y avait déjà eu des dépôts de plainte, etc. Ce chiffre ne tient pas compte non plus des co-victimes. C'est-à-dire quand l'homme arrive et puis qui tue la maman qui héberge sa fille, l'enfant, etc. Et enfin, il n'y a aucune étude qui mesure l'impact sur la santé des violences conjugales au quotidien. Sauf que quand on subit et tout ce que ce genre de stress, en fait, on développe déjà des maladies type du diabète, etc. Mais aussi le développement, voire l'accélération de certains cancers, des maladies cardiovasculaires, etc., etc. Et ça fait mourir tout ça. Oui. Vous, Sarah Baruch, il faut le préciser effectivement pour nos auditeurs, vous menez ce combat avec force depuis 5 ans parce que vous-même, vous avez été victime. Pendant 10 ans, vous avez subi des violences conjugales. Qu'est-ce qui fait que vous avez attendu aussi longtemps pour partir ? Alors, c'est tout l'enjeu, cette question de la reconnaissance, et d'ailleurs, c'est une loi qui est en discussion actuellement au Sénat, de ce qu'on appelle le contrôle coercitif. C'est-à-dire qu'on ne demande plus aux victimes pourquoi tu es resté, mais qu'est-ce que ton agresseur a mis en place pour que tu restes. Et ce qui fait qu'on reste, je dirais que c'est multifactoriel, c'est la peur déjà. Quelles vont être les conséquences si je m'en vais ? Et puis partir très bien, mais pour aller où ? Bien souvent, un couple, c'est un équilibre. Les dépenses sont communes. L'endroit où on vit, c'est commun. Et puis, s'il sait où je vais, il va venir me chercher. Enfin, moi, j'ai essayé des centaines de fois, en fait, de partir. Sauf que j'ai jamais réussi. Donc, voilà. Et puis, il y a... Qu'est-ce qui fait que vous avez réussi à partir ? Quel a été le déclic ? Alors, il y en a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs déclics. Je dirais essentiellement la naissance de ma fille.
Parce que soudain, je me suis mise à regarder ma situation à travers ses yeux à elle. Si vous voulez, ce que j'acceptais pour moi, je me suis mise à ne plus l'accepter pour mon enfant, et je me suis dit très rapidement, mais en fait, si elle a comme idée de ce qu'est la normalité, quelqu'un qui menace de mort s'il reste une miette de pain sur une planche à découper, forcément plus tard, elle va rechercher ça, puisqu'on cherche ce qu'on a connu. Donc elle va se définir par la violence, et ça, j'y arrivais pas. Eh oui. Sabrina Van Tassel, effectivement, vous avez participé à l'écriture de ce livre collectif que Sarah a dirigé, qui s'intitule 125 et des milliers, et qui raconte effectivement... Juste André un mot Berkoff. sur ce mot, oui, je veux savoir. Pourquoi il y avait 125 personnalités, c'est ça? Alors en fait, oui. Expliquez les 125, oui. Alors, lorsque j'ai fini par m'enfuir, moi, en pleine nuit, avec mon bébé qui avait 16 mois, j'ai été recueillie chez mes parents pendant plusieurs mois aussi, et là, je me sentais totalement humiliée, parce que j'avais l'impression, ayant fait de hautes études, etc., que je m'excluais d'emblée des femmes potentiellement victimes de violences, et le terme, si vous voulez, je l'ai accepté quand la policière l'a écrit sur la plainte qu'elle m'a obligée à déposer. Et donc j'ai cherché à comprendre, en fait, si j'étais la seule à être un cas désespéré, ou s'il y en avait d'autres, des comme moi, si les violences pouvaient concerner n'importe qui. Et donc je me suis mise à enquêter pour retrouver 125 familles qui avaient été touchées par un féminicide, 125 étant la moyenne officielle. En fait, je voulais incarner les statistiques. Et je me suis retrouvée avec des heures d'enregistrement. Et vous avez enquêté, vous êtes allé à la rencontre de ces gens. Oui, et puis alors c'était très long, ça m'a pris presque 3 ans en fait, parce qu'entre le moment où on lit Magali, entre parenthèses, tuée pour les prénom changé pour les besoins de l'enquête, et puis le moment où on rentre en contact avec la maman de Magali, dont on a lu le prénom dans un article de journal, il y a beaucoup de temps, beaucoup d'étapes. Moi, je suis pas journaliste. J'avais passé 10 ans un peu dans une bulle isolée de tout le monde, donc j'ai appelé les pompes funèbres, j'ai appelé les hôpitaux, j'ai relevé tous les noms d'avocats que je lisais dans les journaux. Enfin voilà, ça m'a pris beaucoup de temps. Et j'ai enregistré tout en audio, et je me suis retrouvée avec des heures d'enregistrement ou de témoignages écrits pour les familles qui ne voulaient pas parler. Et je me suis dit, je vais jamais savoir me réinventer sur 125 portraits. Et c'est là que j'ai eu l'idée de confier ces enregistrements à 125 personnalités françaises, toutes impliquées quand même dans le féminisme, en tout cas la lutte contre les violences. Et c'est à cette occasion que j'ai fait la connaissance de Sabrina, parce qu'on se connaissait pas en fait avant. Et oui, racontez-nous l'histoire de cette jeune femme que vous relatez dans le livre, effectivement, ce livre collectif donc de Sarah. C'est cette fameuse étudiante en médecine, Vanina Gallet. Voilà, une étudiante. Qu'a-t-elle vécu, une étudiante absolument brillante qui était promise à un bel avenir, et qui fait une rencontre funeste en fait. Oui, c'est un carnage. Qui va la battre. C'est un carnage. En une nuit. Mort. Et c'est sa mère qui va la retrouver. Et ça vraiment, ça a été vraiment. Je pense souvent à elle en fait. Je trouve ça parce que j'ai une fille et que je me dis ça pourrait arriver. En fait, voilà, c'est le genre de choses qui peut arriver. Oui. C'est terrible. C'est au cours d'une rencontre ou avec quelqu'un avec qui elle vivait? Non, c'était au cours d'une rencontre. En fait, c'était son premier petit copain, ce que m'avait raconté Noéline, la maman de Vanina, et ainsi que sa sœur, parce que elle vit à La Réunion. Moi, je suis allée jusqu'à La Réunion quand même, en Guyane, etc. En fait, c'était une jeune fille qui était assez timide, qui n'avait pas spécialement eu beaucoup d'aventures. Et puis ça a été son amour de la fac, quoi. Ouais, et ça a mal tourné. Presque, ça a mal tourné, plus que mal tourné. Il l'a décapité. C'est atroce. Oui, je voulais pas rentrer nécessairement dans les détails, mais oui, c'était terrible. Oui, et ce qui est terrible, c'est que ce soir-là, le soir des faits, sa maman, effectivement, a tenté de trouver de l'aide auprès des forces de l'ordre, mais son appel n'a pas été pris en compte. Mais comme souvent. C'est terrible. Ça arrive. Oui, vous qui rencontrez de nombreuses femmes victimes de violences, Sarah, c'est récurrent en fait, oui, c'est assez récurrent que les femmes ne soient pas encore suffisamment écoutées. Il y a un délai, mais même quand on appelle le SAMU, il y a un écart à peu près de 30 minutes pour une intervention auprès de femmes qu'auprès d'hommes. C'est-à-dire qu'il y a une idée reçue que les femmes vont se plaindre plus facilement
que les hommes, qu'elles vont plus facilement dire qu'elles ont mal ou qu'elles sont en danger que les hommes. Oui, dites-moi juste un mot, 30 minutes, c'est quand même pas hallucinant. Il faut mais quand on est en danger... Non, de différence de prise en charge. Ah, de différence de prise en charge, pardon, parce que j'ai pas... Non, de différence de prise en charge. Etc., non. Différence de prise en charge. Différence entre femmes et hommes. Oui. Mais de la même manière, je veux dire, les médicaments ne sont jamais testés, les médicaments grand public ne sont jamais testés sur des femmes. C'est toujours, alors peut-être parfois sur des animaux, mais sur des animaux mâles, ce qui fait que les femmes sont toujours peinent finalement à être soignées davantage, puisqu'il n'y a aucune prise en compte biologique du corps féminin dans les études. Les ceintures de sécurité dans les voitures ne sont pas adaptées au corps des femmes. Tout est testé dans notre société pour un corps masculin. Alors vous menez de nombreuses actions pour aider les femmes. Vous venez de lancer effectivement cette campagne Together. Alors Sabrina aussi fait partie de cette campagne. Quelle est cette campagne, dites-nous? Alors, le travail que j'essaye de mener, parce que là, j'ai l'air d'être un peu vindicative sur les différences de conditions, mais l'objectif quand même de mon féminisme, en tout cas, c'est de parvenir à plus d'harmonie dans les couples et que l'amour ne fasse plus mal, quoi. C'est pas de mener une nouvelle guerre. Et il y a un chiffre qui m'a interpellée, c'est que 62% des plaignantes de violences conjugales sont salariées en Europe. Et que si on isole de ce chiffre les étudiantes et les retraités, on se rend compte qu'entre 70 et 75% des victimes de violences conjugales sont dans l'entreprise, où elles ne sont pas sous la surveillance de leur agresseur et où elles passent les 2/3 de leur temps. Et donc, l'essentiel de mon travail, c'est vraiment d'agir en entreprise, en interne pour les collaboratrices et collaborateurs, mais aussi d'impliquer les entreprises pour que finalement leur activité puisse servir la cause. Et c'est ce qu'on a fait avec Bâche, et Sabrina a tout de suite accepté de se joindre à l'aventure. Il y a effectivement ce t-shirt Together qui permet de lever des fonds, puisque 100% des bénéfices sont reversés à mon association, mais surtout on a lancé une campagne de prévention en cabine d'essayage où est affiché le test que j'ai créé qui s'appelle Suis-je victime de violence, qui a obtenu le soutien de l'Ordre des médecins et de beaucoup d'entreprises, de beaucoup d'organisations qui ne s'impliquent pas dans ce genre de choses normalement. Donc le test est affiché dans toutes les cabines avec un gentil petit mot. Toutes les cabines d'essayage. Oui. Parce que je considère que c'est un moment où les femmes sont bien souvent toutes seules, qu'elles ont un peu de temps face à elles-mêmes. Et surtout, le personnel de vente a été formé par nos soins. Et vous avez ça dans beaucoup de magasins maintenant? Tous les magasins de France et d'Europe. Ah oui. Ouais. C'est une grande campagne d'impact. On a formé le personnel de vente à la réception de la parole et à la réorientation vers la communauté d'entraide que j'ai créée. Et évidemment, des solutions d'urgence si besoin. Mais voilà, c'est très important. En quelques mots, comment savoir si on est victime? Je vous invite à faire mon test. Suis-je victime de violence? En fait, en quelques mots, je dirais que, en dehors des violences physiques qui sont assez évidentes, mais qui en réalité ne sont pas l'essentiel du quotidien des victimes, il y a un chiffre qui nous est donné par l'UNFF, l'Union nationale des familles de féminicides, qui explique que dans 60% des cas de féminicide, la femme est morte au premier coup. Et que le point commun, ce sont les violences psychologiques, le contrôle coercitif. Et je dirais que pour les reconnaître, c'est le dénominateur commun, c'est la peur. À partir de quand la peur de la dispute m'oblige à modifier mon comportement naturel? À partir de quand, par peur de la dispute, je renonce à certaines sorties, je renonce à certains vêtements, je renonce à certains mots, je renonce à certaines habitudes qui me tenaient jusque-là à cœur, mais par mesure de sécurité, je change. Oui, et vous avez lancé, vous avez interpellé effectivement l'État, effectivement pour que la cause des femmes avance. Est-ce que vous avez été entendu? Vous avez mené une action coup de poing sur la place de la République lundi. Dites-nous ce qui s'est passé après. Alors c'est sur un point, je dirais, l'État, moi je considère qu'il ne peut pas tout. C'est pour ça que je fais un gros travail avec les entreprises. D'ailleurs, il ne doit pas tout. Il ne doit pas tout. En revanche, il y a véritablement des lacunes à certains niveaux, notamment la formation des magistrates et magistrats à ce qu'est le contrôle coercitif, ainsi que les travailleurs sociaux. Et ils ont en réalité des parcours qui doivent cocher des cases, mais qui ne prennent en considération, je dirais, que le bien-être de l'enfant, en tout cas qui va pouvoir assurer sa survie, les besoins familiaux, mais pas l'analyse de la structure familiale. Et du coup, beaucoup de mères se voient ce qu'on appelle désenfanter,
ou menacée de l'être, harcelée après même les ruptures. Là, c'est l'ASE, etc., où il y a des vraies lacunes. Et c'est pour ça qu'on a mené cette action coup de poing, parce que moi, la moitié des femmes, je m'occupe actuellement d'environ 150 femmes dans mon association, la moitié d'entre elles, après être parties, subissent encore du harcèlement de la part de leur ex-compagnon, mais elles sont totalement incomprises des institutions. Et elles vivent des situations absolument terribles. Là, cet événement coup de poing était en hommage à Clémence, qui a dû fuir à l'étranger, qui a en 7 ans été convoquée plus de 60 fois devant les tribunaux et la police, qui a fait 5 gardes à vue de 2 jours, à chaque fois pour rien. Ça a été les conclusions, mais il faut le vivre, ça, en fait. Sarah Barouk et Sabrina Van Tassel, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio et on parlera, Sabrina, de Melissa Lucio, cette femme qui a échappé à la peine de mort au Texas grâce à vous, grâce à votre film qui lui était consacré, qui a été primé dans le monde entier. À tout de suite, restez avec nous, on revient dans un instant sur Sud Radio. Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire, qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages. Et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures. Dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des 2 yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des 2 mains quand tu balances ton porc. Grand Corps Malade sur Sud Radio qui rend un hommage poignant aux femmes, Sarah Barouk. Si des femmes victimes de violences conjugales souhaitent rentrer en contact avec elles, comment peuvent-elles le faire? Alors, il y a plein de canaux d'entrée dans notre association. Il y a déjà sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur LinkedIn, c'est le compte 125 et après. Il y a aussi une adresse... 125 et après, ça suffit, voilà. on met ça. Oui, vous recherchez 125 et après sur Instagram. Il y a aussi un site internet. Et là, c'est pareil, contact@125 et après.org. Voilà. Oui. D'accord. Sabrina Van Tassel, j'aimerais qu'on revienne effectivement sur Melissa Lucio. Vous étiez venue sur Sud Radio en septembre 2021 pour parler de votre film L'État du Texas contre Melissa, un documentaire sur la première femme hispanique condamnée à mort aux États-Unis. Elle a passé 17 ans dans le couloir de la mort et grâce à vous, elle a été sauvée de son exécution à 48 heures près. Comment avez-vous réussi à mener ce combat ? Eh bien, comment ? J'ai eu des millions d'anges, on va dire, qui m'ont aidé sur ce chemin-là. Mais ce qui s'est passé, c'est le fait d'avoir martelé que le film ait gagné beaucoup de prix, qu'il ait été massivement vu. À un moment donné, il a été sur une très très grosse plateforme aux États-Unis de streaming. Et donc, les gens se sont emparés, on va dire, de cette histoire, ont vu justement qu'il y avait une erreur judiciaire qui était en train de se passer sous leurs yeux. Et quand elle a eu une date d'exécution, je me rappellerai toujours, c'était le 5 janvier 2022, elle devait être exécutée le 27 avril. Et là, en fait... J'ai tout arrêté, je suis vraiment partie littéralement en guerre sur les routes au Texas. On a fait des t-shirts qui disaient voilà, libérez Melissa, regardez le film, et on s'est servi du film parce que souvent il n'y a pas de film pour dire aux gens qu'on croisait regardez le film. Vous pouvez le voir, il est sur Amazon, il est sur Hulu, il est sur toutes les plateformes aux États-Unis. Regardez le film, et si vous n'êtes pas d'accord avec, vous signez la pétition. Et à un moment donné, une membre du Congrès du Texas a vu le film et a demandé à tous les membres du Congrès de le voir, et ils se sont massivement opposés à l'exécution, et 48 heures plus tard, ils rendaient une visite à Melissa Lucio dans le couloir de la mort. C'était sa première visite en 15 ans d'emprisonnement. Eh oui. Voilà, ses premiers contacts humains. Des congressmen et women sont allés, c'est ça. Et donc c'était très très impressionnant. Le Sénat a suivi, de nombreuses personnalités ont suivi. Kim Kardashian a tweeté 2 fois, et puis tout d'un coup, de cette histoire texane, c'est devenu une histoire vraiment nationale. Et 48 heures avant l'exécution a été stoppée. Donc moi j'étais là, je devais assister à son exécution. Elle m'avait demandé.
Je faisais partie des 5 personnes qui devaient assister à son exécution et c'était la guerre, quoi, vraiment dehors. Et je lui disais, mais tu ne seras pas exécuté. Et elle me disait, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis, Sabrina ? Alors depuis en avril dernier, le nouveau procureur a décidé qu'il abandonnait toute charge contre elle. Et en novembre 2024, là, voilà, oui. Il y a quelques mois, oui. Le juge qu'il avait condamné à mort a dit que finalement c'était un accident et qu'elle devait être libérée. Donc là maintenant, on attend des nouvelles. Elle de est la encore cour. En prison. Voilà, elle est toujours dans le couloir de la mort. Il est possible qu'elle soit libérée. Ah là, maintenant, c'est une question de semaines où on attend sa libération. Et donc moi, je suis un peu sur les starting blocks parce qu'évidemment. Vous allez y aller, bien sûr. Il faut quand même rappeler, parce qu'on a oublié effectivement de le rappeler, c'est qu'elle est accusée d'avoir tué sa petite fille de 2 ans. Oui. En quelque sorte, vous, depuis le départ, vous étiez persuadé qu'elle n'était pas coupable, mais elle était la coupable idéale en quelque sorte. Elle cochait toutes les cases. Elle était la coupable idéale, ouais. Et même moi, au départ, quand je l'ai rencontrée, parce que c'était dans le biais d'un reportage, au départ, sur les femmes condamnées à mort, j'étais persuadée qu'elle était coupable aussi. Oui, c'est juste que quand je l'ai rencontrée et que j'ai rencontré sa famille, il y avait plusieurs choses qui m'interpellaient. J'ai eu un instinct qu'il y avait un problème et j'ai vraiment, pour le coup, épluché son dossier, comme personne ne l'avait fait avant, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien. Voilà. Qu'il n'y avait pas un seul témoin. Vraiment, sa condamnation reposait sur quasi rien. Et voilà ce qui s'est passé. Et je rappelle aux éditeurs, aux résistants de Sud Radio, que ça s'appelle aussi le journalisme. Voilà. C'est quoi le journalisme, le vrai ? C'est ce que disait Albert Londres, porter la plume dans la plaie, ou la caméra dans la plaie, ou le micro dans la plaie. Et c'est ce que vous faites, et c'est fondamental. Et oui, merci à vous deux d'être venus sur Sud Radio. Sabrina Van Tassel, je rappelle donc que votre film « L'État du Texas contre Melissa » est actuellement disponible en replay sur MyCanal, que votre nouveau documentaire « Les Disparu sera donc diffusé le 19 mars à 21h sur Canal+. Sarah Baruch, votre livre 125 et des milliers est paru chez HarperCollins et les bénéfices sont reversés à l'Union nationale des familles de féminicides. Tout de suite sur Sud Radio, vous retrouvez Brigitte Lahaie.